J'étais là, assise devant la porte de sa maison, le froid mordant d'octobre s'infiltrant dans mes os. Le silence autour de moi était pesant, à peine brisé par le vent qui chuchotait à travers les feuilles rouillées des platanes du quartier. Comment en étais-je arrivé là, à sentir chaque parcelle de mon être se cristalliser de douleur? Il venait de fermer la porte, non pas avec fracas, mais avec une douce finalité qui m'avait brisé le cœur bien plus qu'une colère explosive. Julien, son visage épuisé, ses mots gravés dans ma mémoire. Tu attends que je te quitte depuis le premier jour. C'était une vérité cruelle, délivrée avec une telle douceur qu'elle avait le poids d'une sentence. Seulement quelques mois plus tôt, je me souviens de ce jour au restaurant, un désastre en devenir. Ou du moins, c'est que je croyais à l'époque. Mon angoisse était palpable, une boule serrée dans ma poitrine. Il faut dire que j'avais déjà accumulé une sacrée collection de premiers rendez-vous catastrophes, tous menant inévitablement au même constat. La fille en fauteuil, c'était trop. Trop de complications, trop de regards, trop de choses difficiles. Ce jour-là, j'étais en retard, évidemment. Toujours en retard. C'était une espèce de malédiction, ou peut-être juste la vie. Je me souviens de m'être préparé avec une précision d'orfèvre devant le miroir de ma salle de bain. 31 ans, et toujours cette petite anxiété adolescente avant un rendez-vous. Sophie, ma meilleure amie, m'avait bien briefé sur Julien. Entrepreneur, veuf, une petite Lily de 6 ans. Je lui ai parlé de ton fauteuil, Marie, elle m'avait dit. Il n'a même pas sourcillé. Et ça m'avait inquiété. Personne ne sourcillait au début. Les clignements des yeux, les soupirs, les excuses polies, ça vient plus tard. Quand la nouveauté de la file courageuse s'estompe et qu'il réalise que je ne suis pas une inspiration, juste une femme qui a du mal à atteindre les paquets de céréales sur l'étagère du haut. 14 ans. 14 ans depuis l'accident, une voiture qui avait grillé un feu à Lyon. 17 ans, mes rêves de danseuse brisés en un instant. Je m'étais reconstruite, morceau par morceau. Licence, master en art-thérapie, un boulot que j'adorais au Centre de protection de l'enfance à Paris, dans le 13e arrondissement. J'aidais les enfants à panser leurs plaies, à comprendre que les morceaux brisés peuvent donner naissance à quelque chose de beau. Mais certaines nuits, seul dans mon appartement adapté, je me demandais si j'étais plus doué pour guérir les autres que moi-même. Mon téléphone avait vibré. Sophie, il est là. Table 7. Vas-y, fonce. J'avais pris une grande inspiration. Un dernier essai, j'avais murmuré à mon reflet. Juste un. Le centre était censé fermer à 5 heures, mais ce jour-là, tout était allé de travers. Pierre, oui, je me souviens bien que c'était Pierre, un gamin de 9 ans que j'adorais, venait de perdre sa jambe à cause d'un cancer des os. La plupart du temps, il exprimait sa rage en façonnant des monstres en argile qu'il détruisait avec un sourire satisfait. Mais ce jour-là, il avait craqué. Je l'avais trouvé dans un coin de la salle d'art, sa prothèse jetée au sol, secouée de sanglots trop grands pour lui. Je déteste ça, avait-il sangloté en me voyant arriver. Je déteste cette jambe stupide. Je déteste être différent. Tout le monde me regarde comme un monstre. Je m'étais placé près de lui, nos épaules presque se touchant. Pas de cliché, les enfants sentent ça à des kilomètres. Tu sais ce que je déteste, moi, avais-je dit doucement? Les portes tournantes. Elles vont trop vite pour mon fauteuil. Le mois dernier, je suis resté coincé dans une au centre commercial. J'ai fait 3 tours complets avant que quelqu'un ne m'aide. Un gamin a pointé du doigt en disant que je ressemblais à un hamster dans sa roue. Ses sanglots s'étaient transformés en un petit rire étouffé. C'est bête, ça. Complètement bête. J'avais hoché la tête. Et tu sais quoi? Certains jours, j'en pleure encore. Des portes, des escaliers, la façon dont les gens me regardent, comme si j'étais soit une tragédie, soit une sainte. Mais après, je me rappelle que mes roues m'ont emmené dans des endroits inattendus. Cette pièce, par exemple, avec toi. Il avait essuyé son nez avec sa manche.
Ça s'arrête un jour d'avoir mal d'être différent? J'avais pesé mes mots. Ça change. La douleur diminue et les autres parties de ta vie prennent plus de place. Mais ça prend du temps et c'est normal d'être en colère en attendant. On était resté comme ça 40 minutes jusqu'à ce qu'il se calme et appelle sa mère. Quand j'étais enfin parti, j'étais déjà désespérément en retard. Le restaurant, c'était le genre d'endroit que je redoutais. Des marches à l'entrée. Heureusement, une rampe sur le côté, mais une rampe étroite et discrète. Les allées entre les tables étaient exiguës, et le pupitre d'accueil si haut que je me sentais minuscule, comme une enfant quémandant une autorisation. J'avais envoyé 3 textos à Julien en conduisant. Ses réponses avaient été brèves, mais étonnamment patientes. Pas de souci, prends ton temps, je t'attends. Mais je savais ce que ça voulait dire. Ou du moins, je croyais savoir. En voulant passer la porte, une de mes roues s'était bloquée. Mon sac à main avait glissé, tout son contenu s'était dispersé sur le carrelage lustré. Mon rouge à lèvres, mon téléphone, mes clés, mon portefeuille. Ma dignité, elle aussi, semblait faire la malle. Le restaurant était tombé dans un silence embarrassant. Tous les regards s'étaient tournés vers la femme handicapée qui fait d'une scène dans l'entrée. Mon visage était en feu. Voilà, le moment redouté. La preuve qu'il avait raison de partir. Mais Julien était là. Pas gêné, pas évitant. Il s'était accroupi à côté de mon fauteuil et avait commencé à ramasser mes affaires éparpillées avec l'efficacité tranquille qu'il devait avoir sur ses chantiers. Je suis tellement désolé, avais-je lâché, les mots automatiques, un réflexe appris après 14 ans. Désolé d'être en retard, désolé pour le désordre, désolé. Il avait levé les yeux vers moi, ses yeux marrons, calmes et chaleureux. Tu n'as pas à t'excuser d'exister en fauteuil roulant. Ces mots m'avaient frappé comme une onde de choc. En 14 ans, personne ne m'avait dit ça. Ni mes parents, ni mes amis, ni aucun des hommes qui avaient traversé ma vie amoureuse. Julien s'était levé et m'avait tendu mon sac. Je suppose que quelque chose d'important t'a retenu. Tu veux m'en parler pendant le dîner? Mes mains serraient les jances de mes roues. Chaque instinct me hurlait de faire demi-tour, d'inventer une excuse. Mais la voix de Pierre avait résonné dans mon esprit. Ça s'arrête un jour d'avoir mal d'être différent. Et si fuir, c'était ça qui maintenait la douleur en vie. Il y a un enfant dans mon centre, m'étais-je surprise à dire. Pierre, il a perdu sa jambe à cause du cancer. Il passait une très mauvaise journée et je ne pouvais pas le laisser seul. Julien avait hoché la tête comme si c'était l'évidence même. J'aurais attendu 2 heures pour quelqu'un qui reste avec un enfant qui a besoin d'elle. Il avait désigné la table qu'il avait choisie à l'extrémité d'une allée suffisamment large pour mon fauteuil. Il avait anticipé. Il avait pensé à mes besoins sans en faire un spectacle. J'avais avancé. Ce dîner avait été différent de tous les premiers rendez-vous que j'avais connus. Il n'avait pas posé de questions morbides sur mon accident. Il ne m'avait pas dit à quel point j'étais courageuse ou qu'il ne voyait même pas le fauteuil. Non, il m'avait parlé de Lily, de comment elle avait 3 ans quand sa mère était décédée d'un anévrisme, de comment il avait appris à tresser les cheveux grâce à YouTube, de sa passion actuelle pour les dinosaures et de son insistance à se faire appeler Lily Rex à la maison. Il avait parlé de son travail, de la satisfaction de prendre quelque chose de brisé et de le réparer. Il m'avait interrogé sur ma pratique de l'art-thérapie, écoutant attentivement mes explications sur la façon dont les enfants pouvaient exprimer des émotions par la couleur et la forme, des sentiments qu'ils ne pouvaient pas formuler avec des mots. « Tu ne fais jamais d'art toi-même » avait-il demandé. Avant l'accident, je peignais, avais-je admis. Je voulais être danseuse. Après, je ne pouvais plus regarder mes anciennes toiles sans revoir la fille que j'étais. Alors j'ai arrêté. Julien avait réfléchi. Peut-être que tu n'es plus censé peindre comme cette fille-là. Peut-être que tu es censé peindre comme celle que tu es maintenant. L'addition était arrivée. Julien avait payé sans en faire toute une histoire.
et je l'avais laissé faire sans les habituels arguments sur l'indépendance, sur le fait de ne pas vouloir être un fardeau. Dehors, l'air du soir était doux et frais. Il avait marché à côté de mon fauteuil, à un rythme naturel, ni trop lent, ni trop rapide. J'ai passé un bon moment, avait-il dit. J'aimerais te revoir, si tu es intéressé. J'avais levé les yeux vers cet homme solide et stable, qui n'avait pas flanché, qui n'avait pas eu pitié, qui n'avait pas fui. J'avais pensé à toutes les façons dont ça pouvait mal tourner, toutes les façons dont je pourrais le décevoir, le gêner, le faire fuir. Et puis j'avais repensé à Pierre, remettant sa prothèse et rejoignant sa mère. « Je suis intéressé, » avais-je dit, « mais je dois te prévenir. Je viens avec beaucoup de complications. » Julien avait souri, et la chaleur de son sourire avait atteint ses yeux. « Je suis entrepreneur. Les complications sont ma spécialité. » Il s'était penché et avait embrassé ma joue, doucement, sans précipitation. « Je t'appelle demain, Marie. » Je l'avais regardé s'éloigner vers son camion. Un homme qui portait le deuil et les responsabilités, mais qui avait encore de la place pour quelque chose de nouveau. Pour la première fois depuis des années, je m'étais permise de me demander si peut-être, juste peut-être, je n'étais pas le fardeau que je croyais. Julien avait appelé le lendemain matin, comme promis, et le surlendemain, et le jour d'après. En 2 semaines, j'avais appris le rythme de ses journées. Des matins tôt sur les chantiers, des pauses déjeuner à m'envoyer des photos de ses projets par SMS, des soirées dédiées aux devoirs de Lily et aux routines du coucher. Il était constant d'une manière qui me rendait nerveuse, car la constance impliquait des attentes, et les attentes impliquaient des occasions de décevoir. Notre deuxième rendez-vous avait été un désastre logistique. Le café qu'il avait suggéré avait 2 marches et aucune rampe. On avait fini dans une chaîne de restaurants avec des tables collantes et un éclairage au néon. Je m'étais excusé sans arrêt d'être difficile. « Tu n'es pas difficile, Marie, » avait-il dit en remuant son café médiocre. « L'infrastructure de la ville est difficile. C'est une différence. » Le 3e rendez-vous avait failli ne pas avoir lieu du tout. J'avais passé 20 minutes à tourner en rond dans un parking qui annonçait des places accessibles, pour les trouver toutes occupées par des voitures sans permis. Quand j'avais finalement trouvé une place à 3 rues de là et roulé jusqu'au cinéma, j'étais en sueur et 15 minutes en retard. « Je suis désolé, » avais-je dit avant même qu'il ne puisse me saluer. « Je suis tellement désolé. » Le parking était impossible. Et ensuite, il y avait des travaux sur le trottoir et j'ai dû faire un détour. Julien m'avait tendu un sac de popcorn. « Tu es là, c'est ça l'important. » Mais je ne pouvais pas arrêter les excuses. Elles dévalaient de ma bouche comme un réflexe, un mécanisme de défense affûté pendant 14 ans à naviguer dans un monde qui n'était pas fait pour moi. Désolé de prendre trop de temps dans la salle de bain. Désolé d'avoir besoin du siège accessible qui bloquait sa vue. Désolé d'exister d'une manière qui nécessitait des aménagements. Un soir, après m'être excusé pour la 3e fois en 1 heure, Julien avait posé sa fourchette et m'avait regardé avec une expression que je ne savais pas décrypter. « Marie, je peux te poser une question? » Je m'étais préparé. Voilà, pensais-je, le moment où il réalise que je suis trop de travail. Combien de fois par jour penses-tu à t'excuser? La question m'avait prise au dépourvu. Je ne sais pas, quelquefois. J'en ai compté 12 depuis qu'on s'est assis, et pas une seule fois tu n'as fait quoi que ce soit de mal. J'avais ouvert la bouche pour répondre, pour m'excuser de m'excuser, avais-je réalisé avec une clarté soudaine, et je m'étais arrêté. C'est une habitude, avais-je fini par dire. Quand tu passes ta vie à mettre les gens mal à l'aise juste en existant, tu apprends à t'excuser préventivement. C'est plus facile que d'attendre qu'ils te fassent te sentir mal. Julien avait tendu la main sur la table et avait pris la mienne. Sa paume était rugueuse, pleine de callosité, chaude et solide. Je ne vais pas te faire te sentir mal à ce sujet, mais j'aimerais que tu pratiques quelque chose avec moi. Chaque fois que tu as envie de t'excuser pour quelque chose qui n'est pas ta faute, dis merci à la place. Merci d'avoir attendu.
Merci de comprendre. Merci d'être patient. C'est la même reconnaissance, mais ça ne te rapetisse pas. J'avais fixé nos mains jointes. Un recadrage si simple, un changement si radical. J'essaierai, avais-je murmuré. 6 semaines après le début de notre relation, j'avais rencontré Lily. Je redoutais ce moment depuis notre premier dîner. Les enfants étaient imprévisibles. Ils posaient des questions directes. Ils pointaient du doigt et fixaient et disaient à haute voix ce que les adultes murmuraient. J'adorais les enfants de mon centre, mais eux venaient à moi en comprenant déjà la différence, déjà initiés au monde des corps qui ne fonctionnaient pas comme il le fallait. Une enfant de 6 ans qui n'avait jamais rencontré de fauteuil roulant, c'était un tout autre défi. Julienne était venue me chercher un samedi matin, Lily rebondissant sur la banquette arrière, une énergie à peine contenue. Elle avait insisté pour porter son T-shirt dinosaure préféré, une vieille chose verte délavée avec un T-Rex de dessin animé qu'elle avait nommé Gerald. Papa dit que tu as des roues spéciales, avait annoncé Lily avant même que j'aie fini de m'installer sur le siège avant. J'avais jeté un coup d'œil à Julien, qui avait haussé les épaules avec un petit sourire. Oui, avais-je confirmé. Tu veux voir? Ce qui avait suivi avait été un interrogatoire de 30 minutes qui aurait impressionné un détective. À quelle vitesse le fauteuil pouvait-il aller? Pouvait-il faire des roues arrière? Est-ce que Marie dormait dedans? Que se passait-il s'il pleuvait? Pourquoi les médecins ne pouvaient-ils pas simplement réparer ses jambes? Avait-elle déjà roulé sur les orteils de quelqu'un? J'avais répondu à chaque question honnêtement, sans édulcorer ni dramatiser. Oui, je pouvais faire de petites roues arrière. Non, je ne dormais pas dedans. La pluie était ennuyeuse mais gérable. Les médecins ne pouvaient pas tout réparer. Et oui, j'avais accidentellement roulé sur quelques orteils dans ma vie. Au moment où nous étions arrivés au zoo, choisi spécifiquement pour ces chemins accessibles, Lily s'était autoproclamé mon guide officiel, marchant à côté du fauteuil roulant et me montrant chaque animal avec une fierté de propriétaire. Les éléphants sont par là, Marie, ne t'inquiète pas. Je connais tous les chemins plats. Julienne marchait de l'autre côté, assez près pour que nos bras se frôlent occasionnellement. Elle t'aime bien, avait-il murmuré. Elle aime avoir quelqu'un de nouveau à commander, avais-je répliqué, mais je souriais. Cet après-midi-là, en regardant Lily presser son visage contre la vitre de la maison des reptiles, tout en expliquant des faits sur les dinosaures avec une inexactitude confiante, j'avais senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Ce n'était plus seulement un rendez-vous. C'était entrer dans une famille, faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Et ça me terrifiait, car la famille, ça signifiait la permanence. La famille, ça signifiait être nécessaire, sur qui l'on pouvait compter. La famille, ça signifiait que si je devenais inévitablement trop compliqué, trop épuisante, trop lourde, ce ne serait pas juste un homme qui s'en irait. Ce serait une petite fille qui perdrait quelqu'un d'autre. Sur le chemin du retour, Lily s'était endormie dans son siège auto, une main toujours agrippée à un stégosaure en peluche acheté à la boutique de souvenirs. « Elle est adorable », avais-je dit doucement. Julien avait jeté un coup d'œil dans le rétroviseur à sa fille. Oui, elle a aussi traversé beaucoup d'épreuves. Je ne la présente pas aux personnes avec qui je sors, à moins que je ne pense que ça puisse être sérieux. L'implication avait plané dans l'air entre nous. Julien, il faut que tu comprennes quelque chose. J'avais gardé la voix basse, ne voulant pas réveiller Lily. Je n'ai jamais réussi à maintenir une relation à long terme. Chaque homme avec qui je suis sorti a fini par décider qu'être avec moi était trop difficile. Les problèmes d'accessibilité, les regards, la façon dont les inconnus nous traitent quand nous sommes ensemble, ça use les gens. Julien était resté silencieux un long moment. Quand il avait parlé, sa voix était douce mais ferme. J'ai passé 3 ans à pleurer ma femme et à élever une fille seule. Je sais à quoi ressemble la difficulté. Ce n'est pas difficile, Marie. C'est juste différent. Je voulais le croire. Je le voulais si fort que ça me faisait mal. Mais tard cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'avais fixé le plafond et attendu que l'autre chaussure tombe.
Commentaire personnel, parenthèse de la narratrice. Attendez, ici je dois faire une pause, un instant. Tout ça, toute cette situation, ma relation avec Julien, c'était tellement étrange parfois. Je veux dire, j'avais cette idée tellement figée de ce que l'amour devait être pour moi, une acceptation forcée, une sorte de sacrifice de la part de l'autre. Et lui, il arrivait avec cette évidence, ce calme, ce n'est pas difficile, c'est juste différent. C'était presque perturbant, parce que ça bousculait toute ma vision du monde. Ma carapace que j'avais bâtie si soigneusement, brique après brique, chaque désolé en était une. Mon père, un homme pragmatique et un peu bourru, me répétait toujours: Marie, fais confiance aux actes, pas aux belles paroles. Surtout quand c'est trop beau pour être vrai. Il parlait des affaires, des promesses vaines. Mais en pensant à Julien, je me disais que peut-être il y avait aussi du trop beau pour être vrai dans la façon dont j'envisageais l'amour, et donc dans la façon dont je me permettais d'être aimé. C'était tellement ancré en moi cette idée que j'étais une charge. Je ne savais pas comment gérer une absence de charge. Ça semblait presque irréel, ce sentiment que quelqu'un pourrait simplement être là, sans condition. C'était un concept révolutionnaire pour moi et honnêtement, ça me faisait peur, plus que n'importe quelle barrière physique. Enfin, revenons à nos moutons, ou plutôt à mes problèmes. La promotion était tombée du ciel. Dr. Dubois, la directrice du Centre de protection de l'enfance, m'avait appelé dans son bureau un mardi matin. Le centre avait obtenu une subvention pour étendre notre programme d'art-thérapie et ils avaient besoin de quelqu'un pour le diriger. Plus d'enfants, plus de personnel, plus de responsabilités. Tu es le choix évident, Marie, avait dit Dr. Dubois. Tu as construit ce programme de toutes pièces. Les familles te font confiance, les enfants t'adorent, et franchement, t'es la personne la plus qualifiée du personnel. Mon cœur s'était emballé. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé pendant des années. Une chance d'aider plus d'enfants, de façonner un programme entier, de prouver que mon handicap n'avait jamais limité mes capacités professionnelles. Il y aurait plus d'heures, avait poursuivi Dr. Dubois, des réunions en soirée avec les donateurs, des événements le week-end. C'est un engagement de temps important, au moins pour la première année, pendant que nous développons le programme. J'avais pensé à Julien, à Lily, à cette chose fragile et nouvelle que nous construisions ensemble. Je peux avoir quelques jours pour y réfléchir? Ce soir-là, j'avais parlé de l'offre à Julien. Son visage s'était illuminé d'une fierté sincère. Marie, c'est incroyable. Tu dois absolument accepter. Mais ça signifierait moins de temps ensemble, plus de plans annulés, plus de soirées où je serais coincé en réunion au lieu de dîner avec lui et Lily. Julien avait pris ma main. On trouvera une solution. C'est ta carrière. Je ne te demanderai jamais de mettre tes rêves en veilleuse pour moi. Alors j'avais dit oui. Pendant le premier mois, j'avais réussi à tout équilibrer. J'avais planifié des soirées en amoureux des semaines à l'avance et je les avais protégées farouchement. J'appelais Lily en vidéo chaque soir où je ne pouvais pas être là en personne, lui lisant des histoires au téléphone pendant qu'elle montrait ses dinosaures en peluche à la caméra. Mais au deuxième mois, les fissures avaient commencé à apparaître. Les réunions avec les donateurs s'éternisaient. Les délais des subventions exigeaient du travail le week-end. Une crise avec un nouveau patient avait exigé ma présence les soirs que j'avais promis à Julien. Les excuses que j'avais tant lutté pour remplacer par des merci étaient revenues en force. Sauf que maintenant, c'était de vrais échecs. Je suis tellement désolé, lui avais-je envoyé par texto après avoir annulé notre troisième dîner en 2 semaines. La réunion avec la famille Peterson a traîné. Je me rattraperai. C'est bon, avait répondu Julien. Lily était déçue, mais elle comprend. Mais comprendre et c'est bon n'étaient pas la même chose. Je le savais. J'avais été du côté de ceux qui comprennent assez souvent pour reconnaître la résignation silencieuse derrière.
Je m'étais dit que c'était temporaire. Une fois le programme établi, une fois que j'aurais formé de nouveaux membres du personnel et systématisé les flux de travail, j'aurais plus de temps. Il fallait juste que je surmonte la partie la plus difficile en premier. Pendant ce temps, Lily avait commencé à poser des questions qui me blessaient plus profondément que n'importe quelle critique d'adulte. Est-ce que Marie est toujours ta petite amie? Avait-elle demandé à Julien un matin, assez fort pour que je l'entende au téléphone. Parce que les petites amies sont censées venir dîner. J'avais fermé les yeux et ajouté une brique de plus au mur de culpabilité que je construisais en moi. Le point de rupture est arrivé un samedi d'octobre. J'avais promis, sincèrement promis, de passer l'après-midi avec Lily. Nous allions peindre ensemble. Une journée spéciale art que Lily attendait avec impatience depuis des semaines. Elle avait choisi sa tenue elle-même, un vieux T-shirt couvert d'éclaboussures de peinture antérieure et un short qu'elle insistait être de vrais vêtements d'artiste. J'avais bloqué tout l'après-midi sur mon calendrier. Pas de réunion, pas d'urgence, juste elle, Lily et une toile pleine de possibilités. À 11 heures ce matin-là, mon téléphone avait sonné. Une crise au centre. Pierre, le garçon qui m'avait fait arriver en retard à mon premier rendez-vous avec Julien, avait été hospitalisé après une infection à sa prothèse. Sa mère était hystérique. Les autres thérapeutes étaient débordés. Dr. Dubois avait besoin de ma présence pour aider à gérer la situation. J'étais assise dans ma voiture devant la maison de Julien, fixant la porte d'entrée. Je pouvais voir Lily à travers la fenêtre, portant déjà son T-shirt taché de peinture, sautant d'excitation. J'avais composé le numéro. « Je suis tellement désolé », avais-je dit quand Julien avait décroché. « Il y a une urgence au travail. Un de mes enfants est à l'hôpital. Je dois y aller. » Le silence à l'autre bout avait duré une fraction de seconde de trop. « Lily est à la fenêtre. Elle t'attend », avait dit Julien. Sa voix était plate, contrôlée avec soin. « Elle est prête depuis 8 heures ce matin. » Je sais, et je suis tellement désolé, je me rattraperai avec elle. Le week-end prochain, je te promets qu'on fera quelque chose d'encore mieux. Tu as dit ça la dernière fois, Mary. Les mots m'avaient frappé comme une gifle, car il avait raison. J'avais dit ça la dernière fois, et la fois d'avant. Julien, je n'ai pas le choix, c'est un enfant à l'hôpital. Je comprends. La platitude de sa voix n'avait pas faibli. Fais ce que tu as à faire. L'appel s'était terminé. J'avais conduit jusqu'à l'hôpital, m'étais assise avec la mère de Pierre, aidé à coordonner avec le personnel médical et était resté jusqu'à ce que l'infection soit sous contrôle et que Pierre dorme paisiblement. J'avais fait tout ce qu'il fallait, tout ce que mon travail exigeait de moi. Il était presque 9 heures quand j'étais enfin arrivé chez Julien. Il avait ouvert la porte avec des cernes sous les yeux. Derrière lui, je pouvais voir le salon, une toile toujours emballée dans du plastique. Des pots de peinture non ouverts. Des pinceaux rangés dans une ligne impeccable qui n'avait jamais été touchée. « Lily dort ?» avais-je demandé. Depuis environ 1 heure, elle a attendu près de la fenêtre jusqu'à 7 heures. J'ai finalement réussi à la convaincre de manger quelque chose et d'aller au lit. Ma gorge s'était serrée. « Julien, S'il te plaît, ne t'excuse plus. » Il était sorti sur le perron, fermant la porte derrière lui. Je ne peux plus entendre une autre excuse en ce moment. Alors dis-moi ce que tu as besoin que je dise. Julien s'était appuyé contre la rampe du perron, regardant la rue sombre. Je ne suis pas en colère, Marie. C'est ce que j'essaie de comprendre. Je devrais être en colère, mais je ne le suis pas. Je suis juste. Il s'était tourné vers moi et j'avais vu dans ses yeux. Pas de la frustration, pas de la déception, mais quelque chose de pire. L'épuisement. La fatigue profonde de quelqu'un qui avait fonctionné à l'espoir et qui était enfin à court. « Je suis juste fatigué », avait-il conclu. J'ai passé 3 ans à être patient pendant que Sarah était malade. J'ai passé 3 ans de plus à être patient pendant que Lily faisait son deuil. Je pensais avoir une patience infinie, mais il s'avère que non.
Pas quand j'ai l'impression d'être toujours à la limite de ton emploi du temps, à attendre les miettes de ce qu'il te reste de temps. J'avais senti mes défenses soigneusement construites s'effondrer. Je n'essaie pas de te mettre à la limite. J'essaie de tout faire. Mais tu ne peux pas tout faire. Personne ne peut. Et quelque part en chemin, Lily et moi avons cessé d'être une priorité. Nous sommes devenus une autre chose que tu essaies d'intégrer entre des réunions. Les larmes me brûlaient les yeux. Ce n'est pas juste. Peut-être pas, mais c'est ce que je ressens. Julien s'était redressé. Je pense que nous avons besoin d'espace, du temps pour comprendre ce que nous voulons réellement et si nous pouvons nous l'offrir mutuellement. De l'espace. Ma voix s'était brisée. Julien, s'il te plaît, je peux faire mieux. Je peux changer mon emploi du temps. Parler à Dr. Dubois. Il ne s'agit pas de ton emploi du temps. Il m'avait regardé avec une tristesse qui avait brisé quelque chose en moi. Il s'agit du fait que tu attends que je parte depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Et je commence à penser qu'à un certain niveau, tu t'es assuré que ça arrive. L'accusation, si doucement prononcée, si dévastatrice de vérité, m'avait laissé sans voix. Julien avait ouvert la porte. « Bonne nuit, Marie. Rentre en sécurité. » La porte s'était refermée. J'étais resté assise sur ce perron un long moment, incapable de bouger, le froid automnal s'infiltrant dans mes os. Chaque peur que j'avais portée pendant 14 ans s'était cristallisée en une certitude terrible. J'avais eu raison depuis le début. J'étais trop compliquée, trop exigeante, trop brisée pour être aimée plus de quelques mois à la fois. Je m'étais traîné jusqu'à ma voiture, avait conduit chez moi dans un brouillard engourdi et avait passé la nuit à fixer le plafond de mon appartement. Au matin, j'avais pris ma décision. Je ne le contacterai pas. Je ne supplierai pas. Je donnerais à Julien exactement ce qu'il demandait, de l'espace, et j'accepterais que c'était simplement qui j'étais, une femme qui aidait les autres à guérir, mais qui ne pouvait jamais tout à fait se guérir elle-même. 2 semaines s'étaient écoulées en silence. Je m'étais jeté dans le travail avec une férocité qui inquiétait même Dr. Dubois. J'arrivais avant tout le monde et partais après que tout le monde soit rentré chez soi. J'avais pris des cours supplémentaires, je m'étais porté volontaire pour des quarts de travail le week-end, remplissant chaque heure de veille avec des tâches qui m'empêchaient de penser à Julien et Lily. Mais la nuit, seul dans mon appartement, les pensées venaient quand même. Je rejouais les mots de Julien encore et encore. Tu as attendu que je te quitte depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Et je commence à penser qu'à un certain niveau, tu t'es assuré que ça arrive. Avait-il raison? Avais-je saboté quelque chose de bon parce que je ne pouvais pas croire que je le méritais? Je m'étais retrouvé un soir devant le miroir de ma salle de bain, fixant mon reflet de la même manière qu'avant ce premier rendez-vous. Mais cette fois, au lieu du mascara et de l'espoir, je ne voyais que l'épuisement et l'armure familière de l'autoprotection. J'avais passé 14 ans à construire des murs, 14 ans à m'excuser de mon existence, à me préparer au rejet, à partir avant de pouvoir être quitté. Ça m'avait gardé en sécurité. Ça m'avait aussi gardé seul. La question que Julien m'avait forcé à affronter refusait de me laisser en paix. Voulait-elle vraiment une famille, une vraie, avec tout le désordre et la vulnérabilité que cela impliquait? Ou avais-je utilisé mon handicap comme excuse pour garder tout le monde à distance? Parce que la vérité était que mon fauteuil roulant n'avait jamais été la véritable barrière. La véritable barrière était la voix dans ma tête qui murmurait « Elle serait toujours trop », que quiconque resterait le regretterait un jour, que l'amour était une ressource finie et qu'elle épuiserait inévitablement quiconque serait assez fou pour le lui offrir. Le 15e jour, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. « Salut Marie, c'est Lily. J'ai utilisé le téléphone de papa. Tu me manques. Tu es toujours mon ami? » J'avais fixé le message jusqu'à ce que l'écran se brouille de larmes. J'avais été tellement concentré sur la protection contre le rejet de Julien que j'avais oublié Lily, une petite fille de 6 ans qui avait déjà perdu sa mère et qui perdait maintenant quelqu'un d'autre sans comprendre pourquoi.
Pour la première fois, j'avais vu mon schéma clairement. Fuir ne me protégeait pas. Cela ne faisait qu'étendre les dégâts à tout le monde autour de moi. J'avais répondu avec des doigts tremblants. Tu me manques aussi, Lily Rex. Je serai toujours ton ami. Puis j'avais fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'avais décroché le téléphone et appelé Julien. Nous nous sommes retrouvés dans un parc près de chez lui, un terrain neutre pour une conversation qui, je le sentais, allait tout déterminer. Julien était déjà là quand je suis arrivé, assis sur un banc, les coudes sur les genoux et les yeux fixés sur l'aire de jeu où des enfants criaient et se poursuivaient. Il avait l'air fatigué, mais quand il m'avait vu rouler vers lui, quelque chose dans son expression s'était adouci. « Merci de m'avoir rencontré », avais-je dit. Pas d'excuses, juste de la gratitude, comme il me l'avait appris. Julien s'était décalé pour faire de la place à côté du banc. Lily m'a dit qu'elle t'avait envoyé un texto. J'aurais probablement dû l'arrêter, mais elle était si déterminée. Je suis contente qu'elle l'ait fait. J'avais positionné mon fauteuil pour lui faire face. Ça m'a fait réaliser quelque chose. J'avais pris une grande inspiration, sentant l'envie familière de reculer, d'adoucir, de me protéger avec des mots vagues et des portes de sortie faciles. Au lieu de cela, je m'étais forcé à rester présente. Tu avais raison, avais-je dit. Surtout, j'ai attendu que tu partes. J'ai attendu que tout le monde parte depuis le jour de mon accident. Et quelque part en chemin, cette attente est devenue une prophétie autoréalisatrice. Je repousse les gens avant qu'ils ne puissent décider que je suis trop. Et puis je me dis que j'avais raison depuis le début. Julien avait écouté sans m'interrompre, ses yeux marrons fixés sur mon visage. Mais voici ce que je comprends enfin, avais-je poursuivi. Ma peur d'être abandonné ne me donne pas le droit d'abandonner les autres. Quand j'ai brisé ma promesse à Lily, je suis devenu la personne que j'avais toujours peur que quelqu'un soit pour moi. Et ce n'est pas qui je veux être. J'avais tendu la main et pris la sienne, sentant la rugosité de ses callosités contre ma paume. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je demande une chance de prouver que je peux être là. Vraiment être là pour toi et Lily. Et là, vous demanderiez peut-être, est-ce que ça suffisait? Est-ce qu'une simple prise de conscience pouvait effacer des années de comportement? Franchement, à ce moment-là, je n'en savais rien. J'espérais. J'ai parlé à Dr. Dubois. Je garde la promotion, mais je restructure mon emploi du temps. Plus d'événements le week-end, sauf une fois par mois. Plus de réunions après 6 heures, sauf en cas d'urgence réelle. Mon travail est important, mais il ne peut pas l'être plus que les personnes que j'aime. Le mot avait plané dans l'air entre nous. Amour. Je ne l'avais jamais dit avant. Lui non plus. Julien était resté silencieux un long moment. Quand il avait parlé, sa voix était rauque. Il faut que tu comprennes ce que tu demandes. Lily a déjà perdu une personne qu'elle aimait. Si tu reviens dans sa vie et que tu repars encore, je ne le ferai pas, avais-je dit fermement. Je ne promets pas la perfection. Je promets que lorsque je ferai des erreurs, car j'en ferai, je resterai et je les réparerai au lieu de fuir. Je promets d'être présente même quand ce sera difficile, même quand j'aurai peur. Julien avait retourné ma main dans la sienne, traçant les lignes de ma paume. J'ai aussi beaucoup réfléchi. Quand Sarah était malade, j'ai appris à tout porter seul. Je me suis dit que c'est que font les gens forts. Ils ne demandent pas d'aide, ils ne montrent pas de faiblesse. Ils continuent. Mais ce n'est pas de la force, c'est juste de l'entêtement. Il avait levé les yeux vers moi. Je veux une partenaire qui a sa propre vie, sa propre carrière, ses propres passions. Je ne veux pas que tu te réduises pour t'adapter à mon emploi du temps. Je veux juste savoir que quelque part dans cette vie bien remplie qui est la tienne, il y a de la place pour Lily et moi. J'avais senti des larmes couler sur mes joues. Il y a de la place. Il y en a toujours eu. J'avais juste trop peur de te la montrer. Julien s'était penché et m'avait embrassé, doucement, sans précipitation, et je m'étais laissé croire que peut-être, juste peut-être, je pouvais apprendre à rester. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique qui a tout changé.
J'étais en plein milieu d'une séance avec Pierre, qui s'était remis de son infection et travaillait maintenant sur une sculpture de super-héros avec une jambe prothétique quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Mademoiselle Dumas, ici l'hôpital général de Paris. Julien Lefebvre a été admis il y a environ 1 heure. Il vous a désigné comme sa personne à contacter en cas d'urgence. Le monde a basculé. Que s'est-il passé? Il y a eu un accident sur son chantier. Un échafaudage s'est effondré. Il est en chirurgie maintenant. Je me suis à peine souvenu du trajet jusqu'à l'hôpital. Je me suis souvenu d'avoir appelé Sophie pour aller chercher Lily à l'école. Je me suis souvenu des lumières froides et fluorescentes de la salle d'attente. Je me suis souvenu de la voix mesurée du médecin expliquant la situation. Fracture vertébrale, perte temporaire de mobilité dans la jambe gauche, chirurgie pour soulager la pression, des mois de physiothérapie, possible lésion nerveuse permanente. Quand ils m'ont finalement laissé voir Julien, il était pâle contre les draps de l'hôpital, une perfusion traînant de son bras, sa jambe immobilisée dans une attelle compliquée. Mais ses yeux, quand ils se sont ouverts et m'ont trouvé, étaient les mêmes bruns chauds dont j'étais tombée amoureuse. « Salut », a-t-il dit, sa voix pâteuse à cause de l'anesthésie. Je suppose que je comprends enfin l'intérêt de ces places de parking accessibles. J'ai laissé échapper un son qui était à moitié un rire, à moitié un sanglot. J'ai roulé aussi près de son lit que possible et j'ai pris sa main dans les miennes. « Tu vas t'en sortir », ai-je dit, sans savoir si je le disais à lui ou à moi-même. Le médecin a dit que l'opération s'était bien passée. Tu auras besoin de physiothérapie, mais... Marie, Julien a serré mes doigts. Je te connais. Tu es déjà en train de planifier comment gérer ça seul, n'est-ce pas? En faisant des listes dans ta tête de tout ce que tu dois faire pour que je n'aie pas à m'inquiéter. J'ai ouvert la bouche pour nier, puis je me suis arrêté. Il avait raison. J'étais déjà en train de calculer la logistique. Sa maison avait des escaliers. Comment l'aiderais-je avec Lily? Pourrais-je prendre un congé familial de mon travail? Laisse-moi t'aider, ai-je dit à la place. S'il te plaît, laisse-moi être celle qui est là pour toi pour une fois. Quelque chose a changé dans l'expression de Julien. La même vulnérabilité contre laquelle je m'étais battu pendant des mois était maintenant reflétée dans ses yeux. C'était un homme qui avait toujours été le phare, le protecteur, l'épaule sur laquelle les autres pouvaient s'appuyer. Et maintenant, il faisait face à un avenir où il pourrait avoir besoin de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. « Je ne sais pas comment faire ça », a-t-il admis doucement. « Je ne sais pas comment avoir besoin de quelqu'un. » J'ai levé sa main à mes lèvres et j'ai embrassé ses phalanges. « Alors nous apprendrons ensemble. » La convalescence a été lente, douloureuse et pleine de revers. Julien a passé 3 semaines dans un centre de rééducation à réapprendre à marcher avec une canne. J'étais là tous les jours, l'aidant avec les exercices, amenant Lily en visite, traduisant les instructions du médecin en plan d'action pratique. Quand Julien est sorti, je l'ai aidé à naviguer dans sa propre maison avec de nouveaux yeux, notant les escaliers qui auraient besoin d'une rampe, la salle de bain qui aurait besoin de barres d'appui, la douzaine de petits obstacles qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. « Alors, c'est ça que ça fait », a-t-il dit un soir, luttant avec la marche menant à son porche arrière. Je n'avais jamais réalisé à quel point c'est difficile. La plupart des gens non, ai-je répondu. Pas avant d'y être confronté. Lily s'est adaptée avec la résilience des enfants. Elle a décrété que la canne de papa était cool, comme un bâton de magicien, et a insisté pour la décorer d'autocollants de dinosaures. Elle a également pris le rôle d'aide ménagère avec une détermination féroce, portant des choses pour Julien, lui apportant son téléphone, annonçant fièrement qu'elle s'occupait de la famille. Un soir, alors que Julien se reposait sur le canapé et que Lily faisait ses devoirs à la table de la cuisine, je me suis retrouvé à regarder cette petite famille imparfaite dont j'étais devenu, d'une manière ou d'une autre, partie intégrante. 6 mois auparavant, j'avais été convaincu qu'aimer quelqu'un signifiait devenir son fardeau.
Maintenant, je comprenais que l'amour consistait à se relayer. Parfois tu portais, parfois tu étais porté. Et l'équilibre changeait, comme la respiration. Julien m'a appelé sur le canapé. Quand je me suis approché, il a mis la main dans sa poche et en a sorti une petite boîte en velours. J'avais ça avant l'accident, a-t-il dit. Je prévoyais quelque chose d'élaboré. Réservation au restaurant, fleurs, tout le tralala, mais je pense que la simplicité est meilleure. Il a ouvert la boîte pour révéler une bague, modeste et belle. Le diamant captait la lumière de la lampe. Marie, je ne veux pas de quelqu'un de parfait. Je veux quelqu'un qui reste quand les choses deviennent difficiles. Je veux quelqu'un qui apprend à ma fille à être courageuse. Je veux quelqu'un qui me fasse croire que les morceaux brisés peuvent devenir quelque chose de beau. Sa voix était ferme, ses yeux ne quittant jamais les miens. Veux-tu m'épouser? Depuis la cuisine, Lily avait abandonné ses devoirs et regardait avec de grands yeux. Dis oui, Marie. Dis oui pour que tu puisses être ma maman pour de vrai. J'ai regardé cet homme qui m'avait vu au pire de moi-même et avait choisi de rester. Cette petite fille qui avait tant perdu et avait encore de la place dans son cœur pour plus, cette vie que j'avais eu si peur de désirer. Oui, je dis. Oui, absolument, oui. Lily s'est jetée à travers la pièce avec un cri de joie. Julien m'a tiré contre lui et m'a embrassé pendant que sa fille nous enlaçait tous les deux. Et pour la première fois en 14 ans, je me suis senti complètement, parfaitement, incroyablement entière. Le mariage était petit, juste la famille et les amis proches, organisés dans un jardin avec des chemins larges et sans escalier. J'ai porté une robe blanche qui flottait autour de mon fauteuil roulant comme de l'eau. Julien a descendu l'allée avec sa canne, Lily dispersant des pétales de fleurs devant nous deux. Dans mes vœux, j'ai dit « Tu m'as appris que je n'ai pas à m'excuser de prendre de la place, que mes complications valent la peine, que l'amour, ce n'est pas d'être parfait, c'est de se présenter encore et encore, même quand c'est difficile. Et quand nous nous sommes embrassés, entourés de gens qui nous aimaient, j'ai enfin compris la vérité que j'avais fuie depuis le début. Je n'avais jamais été un fardeau. J'avais juste attendu que quelqu'un ait de la place. Et aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas tout à fait. Ce n'est pas un conte de fées où tout est parfait. Il y a encore des jours où la peur ressurgit, où je me demande si j'ai fait les bons choix, si je suis à la hauteur. Des jours où la logistique est toujours un défi, où les regards extérieurs passent. Des jours où Julien est fatigué, où Lily a besoin de plus. Mais il y a aussi la chaleur de sa main dans la mienne. Les rires de Lily, le sentiment de faire partie de quelque chose, d'être vraiment là. Ce n'est pas simple, ce n'est jamais simple. Mais c'est ça la vie, non? Rien n'est parfaitement clair, parfaitement résolu. C'est un apprentissage constant, une acceptation que l'on construit jour après jour.